Alors, je vous propose, pour que cette soirée ne s'éternise pas, parce que tout le monde a envie de penser à autre chose, de directement partager l'écran. Déjà, on verra si ça marche. Voilà, est-ce que… Oui, 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 tout à fait. Bon, bon. Donc, ça me permet de vous présenter le sujet, de vous dire d'abord que c'est un sujet qui doit beaucoup à Pascal Stark. Moi, je suis un passeur un passeur d'informations. Je mets en musique, j'essaye aussi de comprendre et de m'intéresser à ce sujet. Je crois que c'est un sujet auquel enfin, sur lequel on ne réfléchit pas assez, à mon avis. On est tous concernés, on est tous de plus en plus concernés, je pense. Comme le disait Stéphane tout à l'heure, ça va être un des grands sujets de l'accréditation. Mais je crois que dans notre société, on est de plus en plus amené à prendre en considération le handicap et à aider les personnes handicapées à s'intégrer dans les différents environnements et en particulier dans un environnement de soins où la charge anxieuse, les messages à faire passer, le surhandicap aussi que peut représenter une hospitalisation, quelqu'un qui a déjà un handicap qui se retrouve en plus avec des béquilles, perd un petit peu les repères qu'il peut avoir dans la vie courante. Donc, c'est à nous de comprendre, d'analyser, de préparer, d'anticiper et d'essayer d'aider au mieux ces personnes. Donc, merci à Pascal d'avoir fait ce travail de fond. Je vous présente rapidement le cadre et les données et surtout les définitions de façon à ce qu'on puisse assez rapidement à la fin en discuter entre nous, faire un partage d'expérience en particulier. Puis Pascal nous dira un petit peu ce qu'il faut prévoir comme orientation, comme amélioration dans l'avenir pour qu'on soit meilleur dans ce domaine. Si j'arrive à… Voilà. Donc, selon les termes de la loi du 11 février 2005, le handicap est constitué par une limitation d'activité. D'ailleurs, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société est un handicap en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive des fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, psychiques ou d'un polyhandicap qui associe ces différents handicaps. Pour la certification HAS, un patient qui vit avec un handicap doit pouvoir bénéficier du maintien de son autonomie durant son séjour à l'hôpital ou à la clinique, doit pouvoir exprimer ses besoins et ses préférences et doit pouvoir impliquer ses proches, accompagnants ou aidants dans le projet de soins. Les différents types de handicap sont moteurs, auditifs ou visuels, psychiques ou mentales, il y a une différence entre les deux, ou marqués par des difficultés de langage. Le handicap peut être temporaire ou permanent. Il peut être très visible, mais quelquefois très difficile à détecter et complètement invisible. Il peut être léger, il faut quand même prendre en considération un handicap léger, moyen, sévère ou profond. Les établissements peuvent signer une charte de prise en charge de ces personnes handicapées. C'est la charte Romain-Jacob. Je crois, mais je parle sous contrôle de Pascal, que la clinique a signé cette charte Oui, tout à Romain-Jacob. fait, tout à fait. Elle est disponible au même titre que la charte du patient hospitalisé pour tous les autres patients. Elle est disponible pour les patients. Voilà. Et c'est une charte qui définit les obligations que l'on accepte et que l'on s'engage à effectuer par rapport aux patients handicapés. Donc, un certain nombre de choses qu'on va mettre à leur disposition et qui vont faciliter leur séjour, leur hospitalisation ou leur passage au bloc opératoire. Donc, cette prise en charge du patient handicapé, elle est pluridisciplinaire. Tout le monde est concerné.
les soignants, mais aussi les personnes de l'administration, puisque cette prise en charge commence à la consultation préopératoire. Là, c'est un domaine dans lequel nous, chirurgiens et nos secrétariats, nos équipes ont beaucoup de progrès à faire, puisqu'il faut qu'on arrive à identifier le plus précocement possible ces handicaps dès la consultation et le signaler dans le dossier patient. Dans Mediboard, il y a des cases qui sont prévues à cet effet, de façon à ce que ce handicap soit signalé, que les moyens de prise en charge soient mis en œuvre le plus tôt possible et soient anticipés surtout au sein de l'établissement. Donc, lors de la préadmission, justement, et dans le cadre de la gestion des lits et des chambres, il faut que ce handicap ait été annoncé, identifié, de façon à ce que la prise en charge soit personnalisée, que les équipes soient particulièrement informées ou précisément informées. Il faudra prévoir, le cas échéant, une chambre particulière et la présence de l'accompagnant. La présence de l'accompagnant, c'est quelque chose de très important pour la personne handicapée. On prévoira un appel avant l'admission pour pouvoir évaluer plus précisément et anticiper les besoins de la personne handicapée et de son accompagnant. Lors de l'hospitalisation, dès l'entrée du patient, on valide ses besoins spécifiques, on met en place les moyens de communication qui sont quelquefois difficiles, on va prévoir tout ce qu'il faut adapter dans la démarche de soins, dans le programme de soins, on met en place le matériel spécifique et éventuellement un mobilier adapté. Durant le séjour, l'accompagnant doit être intégré. Il faut l'intégrer un petit peu comme on le fait pour les parents qui accompagnent les enfants ou des adolescents. Il faut que l'accompagnant soit sollicité, interrogé et il peut aider l'équipe soignante. Il faut l'intégrer dans le parcours de soins et puis, avec son aide, mettre en place des supports de communication adaptés. Alors souvent, c'est des ardoises, mais ça peut être aussi des échelles d'évaluation de la douleur. Et il existe aussi des applications qui permettent, pour notamment les handicaps auditifs, de communiquer avec des pictogrammes. Lors de la sortie, il est très important de bien soigner la fiche de transfert, notamment si le patient part dans un établissement de soins de suite, mais il faut aussi assurer la continuité des soins au domicile et faire très attention à ce que la prise en charge médicamenteuse soit adaptée au handicap et que le traitement puisse être continué à domicile avec l'aide de l'accompagnant ou d'autres moyens. Le handicap auditif, on va maintenant lister les différents handicaps. Le handicap auditif, c'est un handicap qui a la particularité d'être difficile à détecter parce qu'il est invisible. Il faut être alerté et attentif à cela. La surdité peut être partielle ou totale, mais on intègre aussi dans ce handicap auditif les personnes qui ont des acouphènes ou une hyperacousie qui nécessitent une adaptation de l'environnement sonore en particulier autour du patient. Le risque, c'est une majoration du stress pour ce patient dans les environnements bruyants quand il a en particulier des acouphènes, par exemple, et c'est aussi une majoration du stress chez le patient qui ne comprend pas ce qu'on lui demande, qui ne peut pas répondre aux sollicitations. Les bonnes pratiques, c'est parler distinctement. Parler distinctement, ça ne veut pas dire forcément parler extrêmement fort. Il faut parler relativement lentement et se mettre bien en face de la personne déficient auditif pour qu'il puisse éventuellement lire sur les lèvres. Alors, dans le contexte de pandémie et dans le contexte d'établissement de soins et de blocs opératoires, le masque est un obstacle difficile à contourner. Donc, je pense que c'est un moment dans lequel il faut pouvoir baisser son masque pour pouvoir permettre à la personne handicapée auditive de lire sur les lèvres. Il faut bien vérifier la compréhension de ce que l'on a expliqué au patient en lui demandant éventuellement de reformuler les choses.
Il faut aussi bien veiller à ce que le patient puisse remettre ses prothèses auditives très rapidement après l'intervention, souvent dès la salle de réveil. Ça demande quand même un peu d'ingénierie, d'organisation, parce qu'il ne faut pas non plus que ces prothèses soient perdues. Il faut utiliser l'ardoise pour les échanges écrits et bien sûr passer un petit peu plus de temps avec ces personnes. Le handicap visuel, il se définit par des troubles de la vision, mais c'est pas simplement un déficit complet de vision, ça peut être une diminution du champ visuel, ça peut être aussi une altération des couleurs qui peuvent poser quelques problèmes. Donc, les risques, c'est que ces patients vont avoir un risque d'accident, de chute, des difficultés à manipuler les objets, difficultés aussi à se déplacer au sein de l'établissement, difficultés pour la rééducation. Les kinés doivent particulièrement s'adapter à ça. Et bien sûr, là aussi, l'anxiété va être majorée parce que c'est des patients qui vont sortir de leur espace habituel dans lequel ils sont parfaitement repérés et additionné à l'anxiété générée par l'intervention, ça peut créer des réactions un petit peu aiguës. Donc, il faut faire une prévention de ces accidents en libérant les espaces afin de faciliter les déplacements sans risque. Il faut ne pas hésiter enfin, il faut surtout bien parler au patient, se présenter à lui, personnaliser la relation qu'on a avec lui, se mettre bien en face de lui pour qu'il puisse repérer d'où vient le son et la parole de celui qui lui explique quelque chose. Il faut proposer une aide, mais sans l'imposer. Et il faut tout faire pour essayer d'orienter le patient, lui expliquer son environnement et maintenir un environnement calme, bienveillant, éventuellement proposer une écoute musicale dans certains cas. Donc, les moyens qu'on peut mettre en œuvre, c'est des chambres adaptées. C'est aussi une charte patient qui peut être rédigée en braille. Je crois qu'il y en a une disponible à la clinique. Oui, tout à fait. Il faut le savoir. Et puis, bien sûr, là aussi, solliciter l'accompagnant qui a tout à fait l'habitude, qui est le guide et le soutien, le support de ces patients. Le handicap moteur, ça peut être une paralysie, une paraplégie en particulier. Ça peut être aussi une amputation. Ça, c'est des patients qu'on prend assez fréquemment en charge, qui marchent avec des cannes ou avec un déambulateur, un fauteuil. Et dans le cadre d'une intervention de chirurgie orthopédique, ce handicap moteur, il est souvent majoré, soit parce que le patient est opéré du membre supérieur et il perd sa capacité de transfert quand il est paraplégique, perd sa capacité de marcher avec des cannes quand il est amputé, ou quand il s'agit d'une intervention du membre inférieur, quand il s'agit de la seule jambe valide, ça pose de difficiles problèmes. Là aussi, ça génère du stress, ça génère des risques d'accident, des risques de chute qui sont majorés, et puis des difficultés à se déplacer dans l'environnement de soins. Donc là aussi, on va essayer de bien libérer les espaces, d'enlever les obstacles, d'élargir les points de passage. On va proposer là aussi une aide, mais il est très important de ne pas imposer d'aide, de laisser la personne, si elle se sent capable de se mettre debout, si elle se sent capable de se débrouiller, de lui permettre de le faire et de venir simplement en soutien de cette personne. Là aussi, il faut éventuellement proposer une chambre pour personnes à mobilité réduite. Dans certains cas, il faudra aussi prévoir un matelas anti-escar et puis prévoir aussi des échelles d'évaluation de la douleur qui soient adaptées à des personnes qui ont une sensibilité diminuée. Le handicap mental, ça peut être des anomalies génétiques, comme la trisomie 21 par exemple, mais ça peut être aussi des problèmes d'autisme. Plus fréquemment chez nous, ça va être des démences ou de la sénilité qui rendent quelquefois la prise en charge et l'hospitalisation particulièrement difficile. Là aussi, on a des difficultés à se déplacer, mais on a des difficultés aussi à se repérer dans le temps et dans l'espace.
des difficultés à comprendre et à mémoriser les explications qui sont données. Donc, il faut adapter notre langage et nos explications, utiliser un langage simple, mais qui ne soit pas infantilisant. Et là aussi, prendre un tout petit peu plus de temps pour bien expliquer au patient et à son accompagnant la marche à suivre et la démarche de soins. Dans ce cas-là, l'accompagnant est très important et là aussi, il faut une échelle de la douleur qui soit adaptée à ces personnes de façon à ce qu'on puisse ne pas négliger la qualité du traitement de la douleur et de la prise en charge de la douleur et qu'on puisse appliquer les différents paliers en fonction de la douleur telle qu'elle sera exprimée dans cette échelle. Le handicap psychique, il est plus insidieux parce qu'il est souvent invisible. C'est des personnes qui ont des troubles bipolaires ou qui peuvent avoir des psychoses, mais quelquefois aussi des addictions, des personnes tout simplement dépressives. Donc, les risques, c'est la décompensation de ces pathologies, d'autant qu'on peut être amené à interrompre le traitement, d'autant qu'on majore le stress par l'hospitalisation, d'autant que tout ça peut générer des difficultés relationnelles, que la douleur peut aussi être une source de décompensation de ce type de pathologie. Donc, il faut être très, très vigilant avec ces personnes et surtout avoir parfaitement cadré le problème à l'avance. Il faut être disponible, rassurant, ne pas allonger les temps d'attente car certaines personnes peuvent s'impatienter de façon anormale ou différente des autres. Et il ne faut pas hésiter à isoler ces patients si on voit qu'il y a des manifestations d'agitation, voire d'agressivité qui apparaissent. Les moyens, toujours les mêmes, hein, c'est de savoir solliciter l'accompagnant et d'utiliser une échelle d'évaluation de la douleur qui soit adaptée, qui puisse permettre de la mesurer le plus précisément possible. Alors, après ce petit tour d'horizon des différents handicaps, je crois que ce qui est intéressant ce soir, c'est de faire un petit partage d'expérience autour de Pascal, qui a beaucoup travaillé le sujet. Et si vous voulez bien, peut-être qu'on peut demander à chacun de raconter une expérience vécue et à partir de cette expérience vécue, d'exprimer les difficultés rencontrées, puis ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'on pourrait demander aussi à l'établissement ou ce qu'on pourrait mettre en place collectivement pour que la prise en charge soit améliorée. Donc, Pascal, est-ce que vous avez un petit mot à ajouter avant le partage d'expérience? Oui, alors moi, je pense que ce qui est très important, c'est de repérer ces personnes en amont de l'hospitalisation. Ça, on l'a bien dit. Plus tôt on sera informé, donc, et suivant le niveau, bien sûr, de handicap, tout ça, ça s'évalue. Il serait souhaitable de voir avec l'entourage ou la personne, d'évaluer ses besoins, donc par un appel téléphonique quelques jours avant l'hospitalisation. Donc ça serait quand même, je pense, très favorable à améliorer la prise en charge, cette anticipation. Donc ça, voilà, ça c'est la première chose. Et après, donc, suivant le handicap, voilà, il ne faut surtout pas stigmatiser ces personnes, il faut leur laisser leur degré d'autonomie, il faut valoriser l'image qu'elles ont d'elles-mêmes de leur situation de handicap, ça je crois que c'est important aussi. Et après, bien sûr, c'est une affaire d'équipe, pluridisciplinaire, vous l'avez bien dit. Voilà, donc à chaque étape de la prise en charge, si on a bien informé tous les acteurs, donc on sera prêt à avoir une prise en charge de qualité. Donc, je ne sais pas si dans vos expériences, chacun, vous avez eu à des moments des difficultés parce que vous manquiez de moyens ou manquiez d'informations ou on n'avait pas communiqué sur le handicap. Parce que des fois, c'est vrai qu'on se retrouve avec les personnes à l'admission
qui sont porteuses de handicap et on n'était pas prévenus. Donc, on se sent un petit peu démunis. Donc, je ne sais pas si le bloc opératoire, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'infirmiers du bloc, si vous avez pu vivre des expériences comme ça où vous êtes senti un peu démunis à l'arrivée de la personne. Oui, enfin moi j'avais été un peu en difficulté parce que j'avais eu 2 patients, un qui avait des problèmes auditifs et il n'avait pas ces appareils en fait, et donc il a fallu que je parle beaucoup plus fort, mais du coup on sentait que ça le stressait quoi, de ne pas pouvoir communiquer facilement avec moi quoi. Et c'est pareil, je n'avais pas vu dans son dossier qu'il avait eu ces problèmes-là. Et après, une dame qui avait une grosse correction visuelle et qui n'avait pas ses lunettes du tout, donc elle disait qu'elle voyait tout flou. Et ça, c'est en pré-anest à chaque fois. Oui. Et ça, c'est sûr que pour les patients, ça majore beaucoup le stress. Oui, clairement. Et puis du coup, péri-opératoire. C'était compliqué quoi, à mettre juste avant l'intervention chirurgicale. Il faut qu'on évalue si on peut, suivant le type d'anesthésie aussi, si on peut laisser les prothèses aux patients. C'était des rachis, en l'occurrence, c'était des rachis. Voilà, comme on fait de plus en plus de rachis, je pense qu'il faut qu'on laisse les prothèses. Il faut être très vigilant pour ne pas perdre les prothèses, ça c'est sûr. Oui. Donc, il faut voilà, mais tout ça, si c'est bien anticipé, ça sera fait de façon qualitative. Si on est un peu démuni quand le patient arrive, comme il faut aller quand même un petit peu vite, souvent, je crois que ça, si ça s'anticipe, et qu'on briefe bien l'équipe après, avec de la communication, on aura une prise en charge plus qualitative pour ces personnes. Nicolas, tu as une expérience ou une anecdote à raconter, par exemple la prise en charge d'un chanteur célèbre porteur d'un handicap? Oui, on va peut-être pas se lancer sur ce type de choses, mais c'est sûr que plus vous rapporter une petite expérience, parce que j'ai eu récemment justement un cours dans le cursus à Sciences Po sur le handicap, qui reste en France quand même un vrai problème qu'on ne sait pas bien aborder, parce qu'en fait, voilà, on est quand même assez en retard sur l'accompagnement des gens qui vivent avec un handicap. Ils insistent beaucoup sur le fait qu'on dise qu'ils vivent avec et pas qu'ils le portent, parce que s'ils le portent, ça laisserait à penser qu'ils peuvent le poser et puis le récupérer plus tard. Voilà, malheureusement, le handicap ou les handicaps, parce qu'ils sont assez souvent associés, ils vivent avec. Enfin, ils s'adaptent, mais ils vivent avec. Un des grands messages qui était passé, c'était effectivement, ça a été étudié, ça, trop souvent, pour des raisons pas tout à fait justes, on leur enlève le ou les appareils qui leur permettent de pallier au handicap. Donc ça, il faut vraiment se poser la question. Aujourd'hui, on ne doit plus enlever des appareils auditifs, visuels en salle de réveil. C'est un droit pour le patient, donc c'est à nous de nous adapter pour adapter nos techniques et nos façons de faire d'habitude, mais pas essayer de normaliser les gens en les remettant dans une situation de quelqu'un qui ne vivrait pas avec un handicap. Et puis, dans la définition du handicap, il y a aussi le handicap. Le handicap, ce n'est pas forcément permanent. Et se rappeler que quand même beaucoup de nos patients ont un handicap transitoire, parce que le handicap orthopédique est un handicap. Et donc, c'est des gens qui n'ont pas ce handicap en chronique. Et donc, qui ne sont pas très habitués à vivre avec le handicap, contrairement aux gens qui vivent avec depuis toujours. Et donc, en fait, le handicap, c'est un peu notre quotidien, quoi, hein. Il y a beaucoup de gens qu'on prend en charge chez nous qui ont au moins un handicap transitoire, qui est la raison qui motive leur hospitalisation. Et donc, voilà, c'est le deuxième message que j'aurais envie de faire passer, donc d'essayer toujours de trouver des solutions individualisées. Peut-être qu'on arrive à mieux tracer aussi les déficits avec lesquels ils vivent. Parce que parfois, même aux médecins, ils ont du mal à le donner. Donc, peut-être que dans la prévision de l'hospitalisation, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être leur demander de façon à peu près aussi systématique que la personne de confiance. Voilà. Donc, juste des petites remarques sur le sujet. Ok, il y a une campagne de sensibilisation des secrétariats au signalement du handicap. Ouais.
qui reste d'actualité parce que tout commence par là. Nous, on voit le patient en consultation. Il faut déjà que nous, chirurgiens, on pense à détecter ce handicap, même quand il n'a rien à voir avec la pathologie pour laquelle les patients viennent consulter, et puis de pouvoir le signaler à notre secrétariat et sur le logiciel Liboard à destination de la clinique, des anesthésistes et d'équipes de soins. Denis, dans l'ordre, on va essayer d'interroger tout le monde. Denis, vous m'entendez? Vous avez une anecdote ou une difficulté? Voilà, juste un petit mot pour dire, voilà, moi j'ai été en difficulté à telle occasion et j'aimerais qu'on fasse quelque chose ou qu'on réfléchisse à des solutions. Alors oui, j'ai eu le cas d'une personne qui était sourde et muette. Et donc, ça avait été difficile de faire justement les checklists. Donc, on arrivait à communiquer quand même en salle de pré-anesthésie en articulant bien et en baissant le masque. Donc, on a quand même réussi à pallier à la difficulté de la checklist. Donc, c'était pas trop mal. Et c'était grâce à une aide opératoire qui m'avait dit en amont que cette personne voilà, était sourde et muette. Donc, j'ai pu aussi adapter ma communication à cette personne-là. Et Denis a raison de parler de la checklist parce que le risque d'erreur de côté, il peut être majeur avec une personne qui ne comprend pas ce qu'on lui demande. Enfin, toutes les précautions qu'on prend pour vérifier le côté peuvent être mises en échec par une personne handicapée, alors soit psychique, soit simplement auditive. Hein. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit très vigilant. Oui, Après, d'où la nécessité de prendre davantage de temps et de voilà. Stéphane, vous avez un mot à ajouter ou une expérience à apporter à ça? Non, mais pour rejoindre ce que vous avez dit, je pense que les difficultés viennent quand on se rend compte au dernier moment de l'handicap de la personne. Quand on se rend compte en pré-anesthésie, c'est déjà trop tard. Et souligner la prise en charge encore plus pluridisciplinaire, y compris les anesthésistes, et prise en charge qui peut même choisir le type d'hospitalisation parce que les patients avec un certain handicap, on va préférer les hospitaliser peut-être en ambu ou les faire rentrer le jour même, pas passer la nuit à la clinique avant ou après pour encore plus le déstabiliser. Donc même le type d'hospitalisation doit être pris en compte sur ces patients. Oui, et avec la difficulté pour l'hospitalisation ambulatoire, l'ambulatoire, ça nécessite une information encore plus importante du patient en amont de l'hospitalisation pour que tout soit parfaitement préparé. Et donc, pour ces patients-là, ça demande une préparation beaucoup plus longue et il faut accepter de de prendre le temps de cette préparation. Laura, un petit mot? Alors oui, je pense effectivement que les patients porteurs de handicap sont une adaptation en fait à chaque instant. Je trouve effectivement qu'à la clinique, on a des soucis de communication vis-à-vis de ça. Il y a des fois où on se rend compte que le patient finalement est porteur d'un handicap au moment où on va faire la checklist. Et c'est bien dommage puisqu'on aurait pu se préparer en amont. Je me souviens d'un patient du docteur Gravelot opéré d'un genou, porteur de trisomie. On avait été obligé d'appeler l'ambulatoire pour pouvoir apporter la peluche du patient. Enfin, ça avait été une prise en charge un petit peu compliquée en pré-anesthésie. Et voilà, je pense qu'effectivement, une communication en amont est très importante et qu'on devrait le noter sur le dossier et que l'on soit au courant bien avant d'aller voir le patient. Stéphane, pour des raisons d'asepsie, est-ce qu'on peut déroger aux règles d'asepsie dans ces conditions-là et autoriser le patient à amener un objet personnel, quelque chose qui le rassure? Quelque chose qui le rassure. Il n'y a pas de difficulté.
C'est des choses qui ont été écrites et tracées ou est-ce qu'il faut prendre des précautions particulières? Je parle sous réserve de Sylvie, qui est là aussi ce soir en tant qu'hygiéniste, mais ça peut être facilement emballé dans une poche hermétique si c'est un doudou. Voilà, après, si c'est des appareils auditifs, ça peut être décontaminé. Après, ça reste sur le patient, ça reste loin du champ opératoire. Je pense que c'est des petits sacrifices, entre guillemets, qu'il faut faire pour que l'intervention se déroule correctement, que la communication se déroule correctement et que la prise en charge globale soit de qualité. Le but étant de ne pas braquer le patient, mais justement de l'accompagner au maximum pour qu'il soit le plus confortable possible, en fait. Oui, de le maintenir dans en confiance et avec son objet transitionnel. Là, hein, Oui. Et Isabelle Cano, vous avez un petit mot à Moi, moi, j'ai surtout le souvenir d'une dame qui était d'origine turque et qui ne parlait absolument pas notre langue. Mais par contre, ça avait été quand même pris en amont où on avait fait en sorte que sa fille puisse rester pas loin pour qu'on puisse faire la checklist. On l'avait au téléphone en même temps pour pouvoir vérifier, effectivement, elle traduisait à sa mère en même temps pour qu'on puisse savoir si effectivement c'était le bon côté, qu'elle puisse répondre. Donc, et là, ça avait quand même été bien pris en amont, parce que j'ai effectivement le souvenir qu'il avait fallu qu'il avait été demandé à sa fille qu'elle puisse être là pour nous traduire, parce qu'effectivement, la personne dans l'équipe ne parlait turc. Et effectivement, cette dame ne parlait absolument pas un mot de français. Et on voyait qu'elle était complètement paniquée quand on essayait de communiquer avec elle. Donc effectivement, c'était vraiment bien. Ça l'a rassurée de voir que sa fille faisait un peu l'interlocuteur entre nous, quoi. Alors, Pascal, justement, ça, c'est un point, à mon avis, très important. Est-ce qu'on peut mettre dans ce protocole de prise en charge d'une personne vivant avec un handicap, une personne qui n'a aucun handicap, mais qui parle une langue étrangère et qui parle la barrière de la langue. Oui, complètement. On pourra rajouter. Peut-être que dans le signalement, c'est quelque chose qu'on pourrait rajouter, parce que sincèrement, moi, je ne penserais pas à le dire en amont, ça. Ça, c'est un exemple typique de handicap transitoire qui, en fait, se révèle un handicap dans la situation du bloc opératoire, qui n'est pas forcément ou qui l'est moins à l'extérieur. Mais effectivement, c'est un très bon exemple, ça. Oui, parce que quand on les voit en consultation, ils sont souvent accompagnés Oui. de leur mère, de leurs parents, d'un frère, d'une sorte d'enfant, et qui nous traduisent. Et effectivement, au bloc, là, ils se retrouvent seuls et il n'y a plus personne pour leur traduire quoi que ce soit, quoi. Oui, mais c'est un très bon apport au débat, parce que je crois que moi, dans ma réflexion sur le topo de ce soir, j'étais passé à côté de cette situation-là. Laurie, un petit mot? Mais écoutez, en hospitalisation, pour moi, ça va être surtout au niveau des personnes qui sont handicapées au niveau mental. Actuellement, on a une patiente qui a un retard mental et c'est très difficile en fait au niveau de la prise en charge de la douleur. Ouais. Parce que elle va nous dire qu'elle a mal, alors comme sa maman est présente, on a l'avantage parce qu'elle connaît ses codes et elle va pouvoir nous dire si là, oui, effectivement, elle nous exprime une véritable douleur, ou ça va être plus une demande d'attention, ou parce qu'elle nous répond que oui, mais en fait, c'est non. Alors, quand sa maman n'est pas là, c'est très difficile pour nous de savoir. Et de savoir à quel médicament se limiter pour la soulager, ou est-ce qu'il y a un autre besoin qu'on ne voit pas. Enfin, il y a vraiment un réel manque pour moi de connaissances et de pratiques avec les personnes qui sont handicapées mentales pour en fait avoir une bonne prise en charge au niveau soignante, au niveau chirurgical également. Les surveillances neuro, c'est compliqué aussi de pouvoir les surveiller. Alors, tout ce qui va être extérieur, ça va nous permettre d'avoir une observation un peu globale, mais on ne va pas aller vraiment dans le soin complet, pour moi, en tout cas. On n'est pas assez efficace là-dessus parce qu'on n'a pas leur code, on n'a pas les connaissances qui nous permettent de bien agir, de les réconforter comme il le faudrait,
de juste les rassurer en fait vis-à-vis de la chirurgie et de leur prise en charge. Oui, puis on peut se sentir un petit peu coupable ou déficient parce qu'on n'arrive pas à répondre à ce dont ils ont besoin. Et peut-être que ces échelles Algo Plus, là, c'est… Oui, c'est des échelles d'observation de la personne. Oui, Voilà. donc peut-être qu'elles ne sont pas assez diffusées, qu'il faudrait… Elles sont disponibles dans le dossier de soins. Hein. On les a, l'échelle Ergo Plus, elle est disponible dans le dossier de soins. Mais peut-être que dans les choses qu'on pourrait faire dans l'avenir, c'est un jour faire une petite formation sur ces échelles, parce que j'imagine que suivant les circonstances, elles sont certainement pas si simples que ça à utiliser. Hein. Après, dans ce Laurie, hein. type de cas, c'est vrai qu'on aura plus tendance à utiliser une échelle de bourreau que l'Algo Plus. Mhm. Parce que c'est vrai qu'on va vraiment chercher à voir au niveau de son faciès si les traits sont tirés, si elle va avoir des larmes, si elle crie tout simplement aux mobilisations. On va surtout chercher ça. Parce que c'est vrai que cette patiente, typiquement, a essayé honnêtement, mais je ne sais pas si l'Algo Plus, elle saurait s'en servir. Elle aurait L'échelle Algo Plus, c'est vous qui devez l'utiliser. Ce n'est pas le patient qui l'utilise. Oui, bien sûr. On s'appuie sur le faciès, c'est exactement ce que vous décrivez. C'est tout à fait ça. Le bourreau, en fait, alors. C'est une échelle qui est recommandée pour l'évaluation de la douleur post-opératoire pour les personnes voilà, qui est tout à fait… C'est pas ça à laquelle je pensais. On en reparlera et on pourra faire… Oui, ça peut être l'objet d'une réunion de soignants, là. Dans le cadre du comité de lutte contre la douleur, on pourra appuyer sur les échelles comportementales. Dans la prise en charge aussi, c'est important parce que souvent, c'est des gens qui ont besoin d'une insertion assez forte. Enfin, ils sont organisés dans leur entourage de vie quotidien à s'adapter à leur handicap ou à le contourner. Et il faut aussi qu'on réfléchisse, contrairement à ce qu'on pourrait croire, peut-être que c'est une bonne solution pour les hospitalisations très courtes s'il n'y a pas de choses chirurgicales, mais le fait de ne pas les transplanter très longtemps en dehors de leur milieu, c'est souvent une bonne solution. Ce qu'on fait par exemple avec les enfants qui ne sont pas vraiment des handicapés, mais bon, un peu quand même, en tout cas qui vivent les choses parfois comme les gens qui ont des handicaps. Et ben, on s'est aperçu que les hospitalisations courtes, c'était très très bien vécu. Donc ça, il faut aussi encore une fois, essayer d'adapter la prise en charge au plus près. Si le plus important et le moins déstabilisant pour le patient, c'est d'être dans son milieu naturel, là où il a tout à disposition, il faut peut-être tout faire pour qu'il reste le moins longtemps possible dans l'établissement, où de toute façon, on ne va pas pouvoir reproduire les mêmes conditions qu'au domicile. Sylvie, Baptiste, vous avez un petit mot. Tout à l'heure, on a parlé effectivement peut-être de la majoration du risque infectieux, éventuellement si on amène des accessoires au bloc, mais vous avez peut-être des choses à nous raconter, une expérience ou des améliorations que vous souhaiteriez apporter à la prise en charge? Je voulais rebondir sur justement les effets personnels qui pourraient rassurer, réconforter les personnes porteurs d'handicap. Alors, qu'on pense à l'hygiène, oui, certes, on rentre dans un bloc opératoire, mais après, on peut adapter au cas par cas et pas se mettre la barrière de ça, en tout cas, et en parler auprès de l'équipe du bloc avec moi ou Stéphane, et on adapte au mieux, en tout cas. Et peut-être qu'on peut, enfin, dans le cadre du doudou qu'on amène au bloc, c'est quelque chose qui peut être anticipé. On peut demander à la famille de le nettoyer, de le laver, de le passer à la machine, parce que justement, il va être amené au bloc et que c'est peut-être pas. Enfin, il y a peut-être un petit travail de préparation à faire autour de ça. Peut-être que vous le recommandez. C'est déjà fait aujourd'hui dans les blocs de pédiatrie où le doudou est autorisé à rentrer avec l'enfant pour lui expliquer comment sera fait l'anesthésie en mettant le masque dessus, etc. Donc, je pense qu'on peut utiliser le même principe. Et ce doudou, peut-être le mettre sur le brancard si c'est une AG au moment de l'AG. Enfin, voilà, on peut adapter de différentes manières. Bon, très bien. Pascal, un petit mot de conclusion. Oui, mais on va retravailler le sujet tous ensemble de façon à améliorer notre prise en charge pour ces personnes vulnérables. Donc voilà, j'ai noté quelques idées et puis on pourra évaluer
quand on aura des personnes comme ça, on peut essayer avec les aidants de voir si la prise en charge, de faire un patient traceur. On pourra faire la méthode HAS, les patients traceurs sur les personnes handicapées. Comme ça, on aura une évaluation de la satisfaction de leurs besoins, ce qui nous permet aussi de nous améliorer. Il faut aussi s'appuyer beaucoup sur les personnes ressources que sont les accompagnants ou les aidants. Et parfois aussi, quand le handicap est lourd, c'est des personnes dont il faut s'occuper aussi parce que ce n'est pas toujours évident quand il y a des handicaps lourds. Ces personnes sont souvent en difficulté aussi. Donc, quand ils sont aux côtés des patients, il faut qu'on ait une attention sur leurs besoins à eux. Je pense aussi que c'est important. Donc, favoriser ces personnes à nos côtés parce que c'est des personnes ressources qui vont rassurer les patients et puis qu'on ait une attention pour eux aussi au cours du séjour. Voilà, donc moi je voulais dire aussi pour conclure que c'est la première session de l'académie. Alors je crois qu'il faut peut-être plus qu'on l'appelle l'Académie des infirmiers, infirmières de bloc, mais on trouvera peut-être un autre nom parce que vous avez vu le programme sort complètement du bloc opératoire d'abord, hein, ça concerne l'ensemble de la prise en charge. Le handicap était une bonne illustration pour ça, mais les différents thèmes qui vont être traités cette année sortent de la problématique purement limitée au bloc. Et puis, c'est quelque chose qui concerne les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les ASH, les personnes de l'administration, l'encadrement, le management. Donc, on souhaiterait que ces réunions puissent rassembler, puissent nous permettre d'aborder les sujets tous ensemble et de façon pluridisciplinaire et collective. Donc, ce soir, c'était, je pense, particulièrement intéressant pour ça. Donc, merci à tous. Et puis, à très bientôt. Je crois, Nicolas, que la prochaine session, c'est l'enfant et l'adolescent. Non, peut-être que… Non, la prochaine session, c'est méditation en pleine conscience, il me semble. On vérifiera sur le programme. Je pourrais rajouter une petite remarque, s'il vous plaît. Oui. En parlant de personnes vulnérables, et j'en parle parce que je suis la personne compétente en radioprotection de la clinique, et on a dû revoir certaines de nos procédures. La femme enceinte peut être considérée comme une personne vulnérable, d'autant plus en orthopédie chez nous, où on utilise les rayons X. Et voilà, c'est une question à poser aussi et c'est un statut à connaître pour anticiper les moyens de protection de ces personnes-là aussi. Oui, c'est vrai qu'il faut élargir le débat. On a vu qu'on pouvait l'élargir aux enfants et adolescents, on peut l'élargir aux femmes enceintes, on peut l'élargir à… en tout cas, ça nous amène à mieux prendre en charge nos patients en personnalisant la relation. Et ça, c'est valable pour tous les patients, qu'ils vivent avec un handicap ou pas, hein. Donc, c'est vraiment l'enjeu de la qualité des soins et de l'implication dans notre métier le plus loin possible. Donc, merci à tous. Vous prouvez ce soir, en étant là encore à 21h, que vous avez une vraie vocation et c'est un plaisir de partager tout ça tous ensemble. À bientôt. Bonsoir.